suite, vous pouvez rallumer vos téléphones à la fin de la soirée. Donc on est très heureux aujourd'hui de recevoir Maya Ameyer, qui est la fille de Kherdin Ameyer, notre amie que toutes les personnes qui ont fréquenté la presse algérienne des années 70 et 80, des moments de la grande effervescence de la presse algérienne, et tous les milieux intellectuels d'Alger, etc., connaissent évidemment Kherdin, qui s'est donné la mort le 9 juin 2000, qui s'est donné la mort en résumant peut-être par cet acte de désespoir, quelque chose qui était une forme de désespoir par rapport au pays lui-même, etc. On va un peu en parler parce que ça fait partie aussi de tout le travail intellectuel qu'il a fait. Je vais donc on reçoit Maya pour lui rendre hommage, mais aussi pour parler de ces deux livres, L'Aigle et la Plume, qui est un travail de collationnement de ses articles, de ses principaux articles depuis qu'il a commencé dans la presse, qui est un travail assez important qui a été fait par Taous Ameyer, donc son épouse, et puis un autre livre qui s'appelle Maloula, qui est un roman inachevé que Kherdin a entrepris, qu'il n'a pas eu le temps de finir, qu'il a commencé à écrire au début des années 70, en 1973. Il est allé faire un reportage à Maloula, qui est un petit village en Syrie, où il y a un monastère grec orthodoxe, mais on en parlera plus en détail tout à l'heure avec Nordine Sadi. Voilà, donc cette visite l'a marqué, il va commencer à écrire un roman là-dessus qu'il n'a pas eu le temps de finir. Mais je vais donner deux secondes la parole à Nordine Sadi, puis après quoi on va écouter un extrait précisément de Maloula par notre ami Nima Amour, qui va nous lire un extrait avant même de commencer la soirée. Voilà. Nos deux mots. Bien, bonsoir. C'est évidemment avec beaucoup d'émotion que nous allons parler ce soir de Ameyer Kherdin. Nombreux sont ici qui l'ont bien connu, qui ont travaillé avec lui. Mais l'évocation, telle qu'on l'a conçue avec Areski Metref, c'est vraiment quelque chose de très convivial. Ça va se passer un peu comme cela se passe, comme vous le savez, lors des soirées funéraires chez nous. C'est le moment où le décujus, celui qui part, est ici, et où on se met à faire les plus grosses plaisanteries, etc., les anecdotes, etc. Donc voilà, c'est dans la joie, quelques années après, que nous allons évoquer Kherdin, notre ami Kherdin, pour certains d'entre nous, bien sûr. Nous allons le faire à partir de deux ouvrages, Maloula et L'Aigle et la Plume. Très vite, mais j'y reviendrai tout à l'heure, Maloula est présenté par son éditeur comme un roman. Je dirais en fait, moi je reçois ça, c'est un très très beau lieu que j'ai eu la chance de visiter 30 ans après lui. D'ailleurs, lorsque j'ai eu mes années syriennes, comme ça, qui est un lieu assez particulier, dont je dirai quelques mots, à partir de quoi, évidemment, il a pensé ce livre, parce que Maloula, c'est une faille, et comme le dit si bien son fils Nadim dans une présentation, c'est en fait cette faille de 1973 qui va évidemment s'ouvrir jusqu'à l'anéantir, ce 9 juin 2000, quoi, 1900. Voilà. Et donc le mieux serait-il d'abord, je crois, que nous entendions la musique de ce texte Maloula. Bonsoir. La vie de K changea au détour d'une route. L'axe Alep-Damas. Voie d'échange rapide et aujourd'hui ultramoderne. Et l'une des grandes routes de l'histoire,
des Hittites, inventeur du fer qui vint menacer la toute-puissance du pharaon à partir du 2e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'aux Seldjoukides qui dominèrent à la fois les Balkans et le nord de l'Afrique. Jusqu'aux Français et aux Britanniques, cette coulée qui borda le levant de la Turquie à la bande de Gaza, entre la Méditerranée orientale hellénistique et le désert d'Arabie au sud-est, est toujours restée l'une des voies de communication les plus fécondes de l'histoire, tourmentée de ces régions qui donnèrent tant à l'humanité. Voie de la géographie, certes, elle fut autant une autoroute de l'histoire, autorisant sur son passage les dépôts et les consignes de tant de découvertes, de trésors et d'aventures. L'Europe, croisée contre l'islam, y est venue rustre et en est repartie prête, désormais, à sauter hors du Moyen-Âge et à assumer une renaissance qui, en dépit de quelques vicissitudes, dure aujourd'hui encore. Bien sûr, la découverte de l'Amérique en 1592 et l'année même, la chute de Grenade avait contribué puissamment au double affaiblissement de ce véritable passage entre l'Asie, l'Europe et la Méditerranée des deux rives. Seul, devant et sur le côté droit, la chaîne montagneuse qu'on devinait sur la route prenait du relief et une majesté toute particulière. Le Piémont ouest étalait une richesse agricole qui se laissait plus que deviner par la profusion de nuances de vert. Vert foncé de l'olivier, légèrement sali par la poussière, vert légèrement plus tendre de la vigne qu'accentuait la bouillie de sulfate de cuivre, vert plus frugal et plus auguste du figuier. Le soleil qui transperçait l'étendue et l'éclairait à la fois mélangeait à sa guise ces différentes nuances de couleurs vertes, couleurs de la région, symbole de la zone de l'olivier. Symbole de la zone de l'olivier biblique et coranique. Surtout, ces rayons de soleil mariaient à leur convenance des morceaux de flanc de montagne comme des tissus somptueux destinés à une robe immense conçue pour on ne sait qui. Et puis, dès que le regard se tournait à l'est, la désolation du roc nu. Ocre brûlé et terre neuvienne annonçaient un avant-goût de criquet, disait le domaine de l'anachorète, et suggérait peut-être que la belle robe en question n'était qu'un cache-misère halluciné qui, le moment venu, couvrirait en face une nudité devenue trop insupportable. Merci beaucoup. On a eu la musique de cette langue dont on va beaucoup parler parce que ce qui caractérisait Amir Khereddin, à la fois et surtout en tant que journaliste, et ensuite nous l'avons su en tant qu'écrivain, ce qu'on ne savait pas. On savait qu'il était potentiellement un écrivain rentré, mais on n'avait pas ce texte-là, c'est cette espèce de musique que chacun a bien senti dans une poétique assez profonde de cet être au monde, Amir Khereddin, que va nous présenter. Allez, on va laisser sa fille ensuite après, mais que va nous présenter d'abord notre ami. C'est fou, hein, je commence à oublier le nom des gens proches de moi. Areski Metref. Non, mais c'est vrai, je commence à oublier le nom des gens proches. Allez, Areski. Non, mais je vais vraiment faire une présentation très rapide, mais je vois dans la salle plein de gens qui ont connu Khereddin, qui ont travaillé avec lui, qui ont été ses voisins, qui l'ont connu, qui ont fréquenté les mêmes bistrots que lui, parce qu'il faut dire aussi que les bistrots ont joué un rôle important dans l'histoire de la presse algérienne, et pas seulement algérienne. Donc voilà, on va donner la parole tout à l'heure un peu à tous ceux qui ont envie de dire quelque chose. Mais moi je vais être très très rapide pour dire juste que Khereddin Amir donc a commencé, a fait l'école de journalisme d'Alger, l'une des premières promotions je crois.
Puis il a commencé par faire de la radio. Voilà. Il a fait de la radio, il a été journaliste à la chaîne 3 pendant pas très longtemps. Je crois savoir qu'il a commencé par faire un reportage qui a posé un vrai problème parce qu'il est allé visiter les mineurs de Louenza. Et il est allé faire un reportage sur les mineurs de Louenza. Il a ramené un reportage qui n'a pas été vraiment très apprécié. Donc il a dû quitter la radio pour ça. Et puis après, il a travaillé pendant très longtemps à Al-Moudjahid. Il a fait un petit passage à la Cinémathèque d'Alger dans les années 60, à la fin des années 60. Et après quoi, il va se retrouver à Al-Moudjahid où il va s'occuper de la rubrique internationale. Et déjà, on sentait quand même qu'il avait une façon d'aborder l'actualité qui n'était pas vraiment très orthodoxe, quoi. Donc là, déjà, bon, tout le monde connaissait Kherdin Ahmer parce que c'était un grand garçon qui avait une voix de baryton, qui parlait très fort, etc., qui avait des certitudes, qui l'assenait, etc. Donc voilà, qui pouvait se fâcher avec vous à vie pour une virgule mal placée. Il était capable de voilà. Et donc, mais surtout, c'est à partir de 1978 que la grande aventure, si j'ose dire, va commencer, puisque il y a une nouvelle équipe qui s'est installée à Algérie Actualité, qui était un journal qui existait déjà depuis une dizaine d'années. 65. Merci de la précision, Bzen. Donc il y a Zouaoui Ben Hamadi qui était à la République, qui a été appelé pour diriger ce journal, donc il a formé une équipe, et entre autres il y avait Kherdin Ahmer qui dirigeait la culturelle, et là il va recruter des gens, les Jahad, Balahi, etc. Et ils vont transformer le journalisme algérien. Voilà, à partir de là il y a quelque chose qui va se transformer, puisque ils vont d'abord inventer quelque chose qui n'existait pas, en tout cas pas de cette manière-là, le débat d'idées à travers la presse, ça n'existait pas, et puis ils vont réhabiliter et mettre au centre du journalisme les rubriques culturelles. Ça n'existait pas avant, hein. C'est-à-dire ils ont depuis les rubriques culturelles ont joué un rôle très important. Et puis il y a aussi, il avait un style, le style Ahmer est très particulier. C'est un mélange comment dire, de lyrisme avec des phrases. Enfin, il convoquait des connaissances de différents secteurs, etc. Il était capable de vous parler de théâtre en parlant d'Einstein, en trouvant le moyen de citer Einstein, etc. Enfin, il avait quelque chose comme ça, une espèce d'éclectisme comme ça, et puis il va faire des émules, puisque il va influencer beaucoup de journalistes d'Algérie Actualité notamment, qui vont par la suite jouer un rôle très important dans la presse algérienne. Donc il y a un style Ahmer, et moi je crois c'est quelqu'un qui a inventé quelque chose, quoi. Il a inventé une façon de traiter l'actualité, voilà, notamment culturelle. Puis après, bon, il va être directeur d'Algérie Actualité dans les années après le 88, donc il va revenir à Algérie Actualité comme directeur. Et après, il va être un peu à la Nation. Et à partir des années 95, je crois, il va créer la Tribune. 94, il crée ce quotidien qui s'appelle la Tribune, qui existe encore. Voilà. Mais Kherdin, c'est autant le journaliste que le personnage.
Je veux dire, j'ai du mal à le décrire, mais peut-être vous allez tous les gens qui l'ont connu, quand on le rencontre, on ne l'oublie pas, quoi. C'est quelqu'un qu'on n'oublie pas parce qu'il a une réelle présence. C'est quelqu'un qui avait une réelle présence, qui avait des convictions. J'ai dit, il était capable de se fâcher pour une épithète, et c'est bien vrai, hein, je veux dire. Et puis je l'ai dit aussi, il y avait un grand... moi, je l'ai plus vu dans les bistrots que dans les rédactions. On s'est plus vu, parce que c'était aussi des lieux de travail, hein, enfin, je veux dire, c'était aussi des lieux de travail. Je ne le dis pas de façon péjorative, pas du tout, au contraire. Hein. C'était, on fréquentait tous là, c'était des lieux voilà quoi, de convivialité et de fermentation du débat, absolument. Absolument. Voilà ce que je peux en dire. Voilà ce que je peux en dire, mais le portrait est vraiment partiel, très partiel. Il y a plein de choses à dire. Mais je crois qu'il n'y a pas mieux que ces textes parlent vraiment pour lui, parce que je me souviens par exemple dans Algérie Actualité, ces éditoriaux étaient quelque chose de... Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il a introduit aussi l'écriture dans le journalisme. C'est-à-dire le souci de l'écriture. On sait très bien que dans le journalisme, l'écriture n'est pas quelque chose de très important. L'essentiel, c'est de faire passer l'information, etc., les règles. Mais lui, il avait ce souci de la phrase, quoi, de l'écriture. Ses articles sont écrits. Et là, il a fait école, puisque après lui, comme je l'ai dit, tout le monde s'est mis un peu... Et là, il me rappelle un journaliste qui est devenu un grand écrivain, et qui a un peu la même chose. Il me rappelle Malcolm Lowry, cet Anglais qui s'appelle Malcolm Lowry, qui avait les mêmes préoccupations. Enfin, je retrouve beaucoup de... Voilà. Nordine, c'est à toi. Alors, Kherdin Abeya, c'est pour moi, mais bon, enfin, je ne vais pas parler de moi, mais c'est toujours, enfin, je ne sais pas, c'est une des rares personnes sur Terre qui a toujours accompagné ma mémoire, et ma mémoire algérienne. Pour une raison très simple, c'est que je me suis retrouvé, par les hasards de la vie, en 1962, au lycée Bugeaud d'Alger. Je venais de Constantine, je ne connaissais absolument pas Alger, la capitale. Des circonstances de vie que j'ai eu à écrire un jour dans un petit texte comme ça, et puis je me retrouve là. Je suis pensionnaire au lycée Bugeaud avec mon ami Benchir qui est là. Et puis je fais la connaissance d'Omer Kherdin et de sa bande de Bebeloued à l'époque, Azibir, Korechi, etc. Et voilà. Et je suis très vite, en quelque sorte, à la fois étonné, et je dois dire, enfin je crois que le mot, à mon âge je peux le dire, et envoûté un peu par la personnalité d'Omer Kherdin. Il était déjà à cet âge, il avait 2 ans de moins que moi. En l'occurrence oui, il était à cet âge ce qu'il va devenir constamment, tout le temps, une personnalité flamboyante, truculente, c'est-à-dire Omer Kherdin tel que les gens vont le connaître dans le travail, dans la profession, etc. Très tôt, il s'intéressait à la littérature, non pas comme ça, avec le désir d'être écrivain au départ, etc., mais on était dans 2 classes séparées, mais je vais passer vite, hein. Il adorait être premier comme ça en rédaction, il venait me montrer ce qu'il faisait, etc. J'étais potache, il était externe, comme ça on a eu ces relations-là. Et dans ce quartier, ce qu'il y a d'important, c'est qu'il y avait... je ne sais pas si tu l'as connu, toi, tu n'as pas connu, tu étais trop jeune. Il y avait un café qui était un café célèbre. Lequel? Faisant d'or. Le Faisant d'or, bien sûr. Il y a des gens qui connaissent. Ah, c'est vous qui connaissez. Je suis de Bebeloued et mon frère était ami à Kherdin. Qui était votre frère? Chenenou. C'est pas vrai. Vous êtes la sœur de Chenenou.
j'allais évoquer, bah lui fait partie de Il m'a tous ces gens. beaucoup parlé de... D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu sa fille Maya sur Facebook. Voilà, alors il y avait... Elle m'a dit, et je lui avais dit. Bah, il y avait Chnono, Ouais. Hamad, il y avait Azibi, Azibi. Koreshi, etc. Donc c'était toute une bande, on avait tous 17-18 ans, je crois qu'il en avait Il un m'a peu dit moins. que très jeune, il était très intelligent comme... Je vais vous passer la parole tout à l'heure, vous faites un témoignage. Pas plus. Alors, et à ce moment-là, c'était les années 62, comme ça, commençait à se développer à Bab-el-Oued, à se redévelopper à Bab-el-Oued, une cellule du Parti communiste. Hein, une cellule du Parti, je l'ignorais, hein, je suis tout ça après, dans laquelle Kherdin a commencé comme ça à fréquenter avec Améroche, avec un certain nombre de choses. Et à partir du lycée, on a fondé l'UNLCA, l'Union nationale des lycéens et collégiens d'Algérie. Donc on a commencé à militer, à commencer à se connaître. Bon, ben j'étais pas d'Alger, donc ils me recevaient, je sortais le week-end, etc. J'allais au Faisan d'Or. C'est comme ça que j'ai connu Alger, que j'ai connu ces gens-là, etc. Et ben, j'ai commencé à m'imprégner de quelque chose qui est vraiment un imaginaire. J'ai passé 40 ans à Alger pour le savoir ensuite. C'est que Alger, c'est un imaginaire. Il s'étonnait, par exemple, après il m'a dit « Ouais, mais c'est très bien ce que tu fais, que le week-end, parce qu'on s'emmerde un peu quand on est lycéen, je sortais le dimanche et puis j'allais à Sidi Mohamed parce que j'étais à côté. » Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. C'est Abdelrahman aussi. Hein? C'est bien Abdelrahman. Faut pas confondre les Mirabeaux. Vous pouvez pas dire les Barabes. C'était Abdelrahman, etc. Comme ça, voilà. Et avec Khaldin, donc très tôt, il y avait à la fois ce mysticisme d'une ville, à la fois la poésie de la parole, la poésie des bars, quoi, hein, parce que vraiment, c'est un poète des bars, Khaldin, et à la fois, donc, cet amour, comme ça, de la littérature, et puis le militantisme. On a été aux Aoudias, les Aoudias ensemble. Zouadia ensemble. Je commence à tout perdre, moi, à mon âge. Zouadia, parce que c'était l'époque où à la JFLN, on faisait du volontariat. Voilà, il y a des tas de choses comme ça qui ont fait. Et puis ensuite, voilà, les chemins, bien sûr, dans la vie bifurque, etc. Je me suis occupé d'autre chose, de l'Union nationale des étudiants algériens. Il était dans l'école de journalisme, on se voyait comme ça de temps en temps, mais on n'a plus eu ce qui s'appelle une espèce de relation plus ou moins comme ça visuelle, mais on ne s'est jamais perdu de vue. C'est-à-dire qu'il nous arrivait de temps en temps, parce que l'un et l'autre nous aimions les bistrots. C'est vrai, c'est comme ça de nous voir et on échangeait énormément. Et puis moi j'adorais l'écouter, j'adorais le taquiner. Et il avait quelque chose comme ce que j'appellerais la culture curieuse. C'est un homme curieux de tout. Il aurait aimé, parce qu'il me l'a dit, et je crois qu'il l'a signifié parfois, il aurait aimé être un scientifique. Ce que sera plus tard sa fille, d'ailleurs. Non, elle est déjà... Quoi, elle était plus tard que lui, non? Elle ce sera un jour. Enfin, je le suis depuis 20 ans, donc... Bah, c'est ce que je dis. Je dis qu'il a aimé ça. Non, mais j'aime j'aime ce qui se passe comme ça dans les... Voilà, il aurait aimé être un scientifique, il adorait ça. Il avait une culture encyclopédique assez extraordinaire. À partir de quoi, évidemment, je ne sais pas où j'ai lu, dans un des papiers quelconques, qu'on le présentait comme ce qu'on appelle quelqu'un qui se forme comme ça, un autodidacte. En fait, il n'a jamais été autodidacte. Il a fait des études, il a fait de bonnes études, puis il a fait l'école de journalisme, etc. Mais il était autodidacte dans un sens second du terme, c'est-à-dire qu'il était constamment en autoculture, dans des tas de domaines. Il était curieux de tout. Et donc, il avait ses insomnies, et il passait son temps à apprendre des tas de choses, etc., qui faisaient que dans le rapport personnel ou le rapport de groupe, comme ça avec les gens, il avait toujours son mot à dire, il avait toujours une explication, et puis c'était, ce qu'il faut dire, ça existe, hein, les caractères. Je
crois qu'on les acquiert avant 3 ans, c'est une grande gueule. Il y a un trait important chez Khaled Boulamier qui n'a pas encore été souligné, c'est cette puissance de l'humour. Il avait un humour en lui incroyable, qui venait justement du fin fond des quartiers d'Alger. Et j'y venais, tu me voles mon mot. Je disais qu'il était truculent. Il était truculent, c'est-à-dire qu'il avait à la fois besoin, mais tu as entièrement raison, mais tout à l'heure tu vas pouvoir dire tout ce que tu sais de lui. Mais toi aussi tu peux prendre la parole. Oui, il était truculent. Il était truculent, c'est-à-dire qu'il n'avait pas, il n'avait pas l'humour du second degré, là, comme ça, qu'on retrouve souvent chez des intellectuels comme ça, en France, en Europe. Il avait l'humour des Ouled el-Houma. Voilà, c'est-à-dire c'est un Ouled el-Houma. D'ailleurs, bien sûr, c'est un trait qui est lié à ce qu'il est. C'est quelqu'un qui tapait la chema. Et oui, c'est-à-dire qu'il chiquait. Il a fait pendant. Avec Slim, quand c'était la Avec mode. Slim. Allons. Non mais pour moi c'est pas de l'anecdote le fait qu'il avait c'est cette façon qu'il avait d'être lui. Alors lui c'est ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était beau, c'est vrai, qui était très grand, qui était d'une très grande élégance. Il arrivait soit en Shanghai, c'est-à-dire bleu jean, etc., sandales blanches, et puis le lendemain, il était dans un costume. Il a toujours eu cette façon d'exister au monde par rapport aux autres, il aimait ça, il aimait être là. Il avait ce qu'on appelle... Ouais, mais ça, c'est parce qu'il a été servi par le bon Dieu. Il avait ce qu'on appelle le panache, le superbe, etc. Mais on ne veut pas s'arrêter simplement à des anecdotes, j'en aurai d'autres, parce que le hasard a voulu que nous fassions le service national ensemble. On ne se voyait plus, mais on se retrouve un jour à chercher. On fait le service, et en plus on est dans la même section. Vous voyez. Alors bon, il y a des tas d'anecdotes à raconter, il était terrible dans l'armée. Parce qu'il était là, il y avait des officiers comme ça, et puis il y en avait que pour lui. C'est-à-dire qu'il était là, 70. Il était là, il commentait tout, etc. Je me souviens qu'un jour en combat de nuit, on était côte à côte. S'il faut raconter des détails comme ça, et puis on fait des trucs, et puis on s'est endormi. Et l'officier qui arrive dit, c'est pas possible, j'ai jamais vu de ma vie des hommes dormir debout. Et lui, il sortait une théorie, n'importe quoi, sur le sommeil. Enfin, c'était un homme qui avait cette richesse d'aimer les autres, d'être exubérant, et qui alors, en même temps, a ce côté qui n'était pas toujours le plus visible, c'est qu'il était profondément désireux de culture. C'est un homme très cultivé. Il adorait les connaissances, les sciences, il s'interrogeait beaucoup sur la géopolitique et tout, et un jour il m'avait appris qu'en fait, il avait commencé à lire avant d'apprendre à lire. Le paradoxe est le suivant, c'est que son père, parce qu'il est né d'une famille assez pauvre, hein, de la Casbah, etc., et puis en plus ils étaient 9 gosses, il m'avait même raconté qu'ils avaient eu un logement parce que lui, tout jeune, avait écrit au maire... Parti communiste. Chevalier, au maire Chevalier, pour lui dire, voilà, enfin, obtenir un logement, ils ont eu un logement comme ça. Et donc, il m'a raconté qu'en fait, il croit profondément qu'il est devenu journaliste parce que son père, qui travaillait à l'hôtel Aletti, hein, lui apportait, alors qu'il avait 4-5 ans, les journaux. Vous savez, quelqu'un qui travaille à l'hôtel, il y a tous les journaux, les revues, etc. Et donc il a commencé à lire, à regarder ces revues avant même d'apprendre à lire à l'école. Toujours il a été bon. Et puis ensuite, bon, il a fait des études, il est venu au lycée, et puis après, il a eu sa vie, d'où vont parler les gens qui l'ont connu, qui sont ici, sa vie de journaliste, que je vais résumer en quelques
quelques étapes avant de te donner, ma chérie, ta parole. À moins que tu veuilles. Sinon, je vais raconter que je t'ai connu à 2 mois. Non, c'est que Kherdin, pour quitter l'anecdote et en parler dans ce qu'il est, c'est-à-dire un intellectuel, Kherdin a été un des plus grands, j'aime pas le superlatif comme ça, un des plus grands journalistes de cette période, et surtout qu'il a épousé toutes les périodes des conditions dans lesquelles s'est exprimé ce journalisme. Il a commencé à la RTA, comme l'a rappelé tout à l'heure Maîtresse, et puis très tôt, comme ça, à la RTA, il est tombé sur des gens comme Beni Khlef, qui était le grand reporter sportif à l'époque. Enfin, ça se passait beaucoup plus au bistrot qu'à la radio, mais enfin, c'est comme ça. Pardon ? Et à Fort-de-L'eau aussi, oui. Et puis après, il est passé à Al-Moudjahid, et Al-Moudjahid, il ne se sentait pas bien, mais il s'est accompli quand il a eu la rubrique culturelle. Hein, c'est dans la rubrique culturelle. Et après, évidemment, il a suivi les évolutions des conditions dans lesquelles s'exprimait la presse dans un parti unique. J'ouvre une parenthèse, par exemple, pour dire, je vais te laisser la parole, ma chérie, que beaucoup s'interrogent, se sont interrogés, et Ariski l'a redit tout à l'heure, sur ce qu'était le style de Kherdin. C'était le style d'un écrivain rentré, c'est-à-dire de quelqu'un qui va exprimer dans le journalisme ce qu'est la plume d'un écrivain. Mais c'est aussi plus subtil que ça. C'est-à-dire ces espèces de phrases proustiennes qui se terminent toujours avec le subjonctif qui tombe comme le pli du pantalon. Hein? Chez Kherdin, c'était une façon d'exprimer ce qu'on ne peut pas exprimer par le langage direct dans un système qui était celui du parti unique, etc. Et il faut dire pour lui qu'il n'a jamais été laudateur de ce système. Il s'arrangeait toujours pour ne pas être là-dedans, etc. Et donc il avait besoin pour s'exprimer de toutes ces circonvolutions qui faisaient qu'ensuite il est devenu, pour ça un grand journaliste. Et puis après il a joué, évidemment, cette période après 88, la parole va être donnée dans un moment à Maya Amiyar, pardon, je dis ça comme ça, moi. Et donc après, il est entré dans Gérer Actualité. D'abord, il était dans Gérer Actualité, puis il en est devenu ensuite le directeur, et il a fondé quelque chose qui est un style que tout le monde reconnaît dans l'écriture. Il y a des grandes plumes de la presse, hein. Je pense à quelqu'un comme Jahad, etc., qui ont toujours dit qu'ils reconnaissaient à Kherdin de les avoir initiés dans un certain style d'écriture, etc. Et je pense pour ma part que même Mohamed Benchikou, qui est une des plus belles plumes de la presse aujourd'hui, est quelqu'un qui a beaucoup lu Kherdin et qui s'en est inspiré. Voilà. Inspiré, c'est pas le mot, mais enfin qui a travaillé à partir de là. Voilà, et puis après il y a eu sa volonté d'entrer en politique. C'est venu assez tard, mais il est entré en politique dans le soutien de... Et tu permets? Enfin, dans le soutien de Hamrouche. En politique. Il est entré en politique, c'est-à-dire il a compris qu'il défendait un certain nombre de thèses qui étaient tout à fait défendables et honorables à l'époque, des réformes en Algérie, et je crois qu'il s'est complètement... là-dedans. Je crois qu'il a eu 2 moments en fait de politique. Au début, tout jeune, il a flirté avec le Pax. Il a même été membre un peu dans le Pax, je le sais. Ça n'a pas duré longtemps. Et puis ensuite, il s'est surtout investi chez les réformateurs. Il a toujours été dans ce sens comme ça du progrès qui fait que je crois que c'est quelqu'un dont nous pouvons toujours parler avec beaucoup de bien ce que va faire sa fille. Je voudrais juste dire à tout à l'heure, Mzien, tout à l'heure. Non. Une précision par rapport à ce qu'il a dit. Ce
ce n'est pas quand il est revenu à directeur IT en tant que directeur qu'il a formé les gens, c'était son travail, son écriture, son travail, son labeur dans les années 70 qui ont formé les gens. Quand il est venu comme directeur, il n'a plus formé personne, il gérait. Voilà. Très bien. Bonsoir à tous. D'abord, merci d'être là. Je suis très très émue. Parle-nous de ton père. Esnaldo, tu as parlé pendant un quart d'heure, on n'a pas interrompu. Tu m'interromps pas. Allah. Donc, merci à Reski qui a fait un travail superbe de préparation de cette rencontre magnifique. Merci à celui qui m'a porté sur ses genoux, de nous dit. Merci aux copains et aux amis de papa, mais aussi les miens qui sont aujourd'hui dans la salle. Merci à ma fifi, Anaïs, donc sa petite fille. Je vais le dire, je vais m'exprimer à mon tour. Je pense qu'ils ont pris chacun un peu de temps, donc je vais à mon tour m'exprimer un peu. Papa, à mon sens, résume l'Algérie contemporaine. Papa, il est en 47 et est mort en 99. Il est né après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, à la Casbah. Il est parti avant la fin du monde algérienne, décidant que franchement, il va mieux partir. C'est mon point de vue en tant que fille unique, avec mon frère. Papa a été quelqu'un qui a eu la tuberculose osseuse, bébé. Donc il a été... c'est vraiment insupportable. Là. Donc sa maman lui a dit, bon écoute mon fils, tu as 1 an, tu vas mourir. Donc je te lègue à un sanatorium. Et papa est resté de 0 à 3 ans avec des bonnes sœurs du côté de Ouiba. Alors à 3 ans, elle lui a dit je te récupère. Il a mis un petit costume blanc et noir. Elle lui a dit mon fils, on était en 49. Elle lui a dit, mon fils, il n'y a pas les conditions pour te récupérer, tu vas rester sur place. Et je pense que papa est mort ce jour-là, en fait. Ensuite, il est resté sur place, il a appris le français grâce aux bonnes sœurs. Il est arrivé à la Casbah 2 ans plus tard. Il était brillant, très maigre. Il a joué le jeu. Et il a lu. Il n'a fait que ça, lire. On n'a pas le choix. Quand on est maigre et tuberculeux, madame, si vous pouviez sortir, s'il vous plaît. Vraiment, ça me gêne, vraiment, madame. Mais vous le savez simplement. Bref, c'est pas grave. Bref. Hein? Ben, sera bien, pas grave. Comme l'Algérie, une parenthèse. Ici, on nous a appris la ponctuation. Non, mais on sort dans ces cas-là. Ça compte. Oui, mais oui, je sais. Bref, donc ensuite, bon, ben, il a grandi, il était premier de la classe, il a fait sa vie, il a assuré. Et puis un jour, à 17 ans, il y a eu un radio-crochet. Et puis une femme, une très belle femme, ma mère en l'occurrence, sa grand-mère, Taous, pour ceux qui ne la connaissent pas, a chanté Ferra. Donc c'était la honte, un radio-crochet. Imaginez ça, oui, l'école des filles. Et il leur a dit devant tout parterre, ça sera ma femme. Ils ont dit, Kherdin, arrête tes bêtises, jamais de ta vie. Et ce fut sa femme. Et j'ai eu le droit, le privilège, d'avoir durant 30 ans des parents exceptionnels. J'entends lecture, j'entends réflexion, j'entends intelligence du cœur, j'entends abnégation, j'entends compréhension, j'entends modestie, j'entends être fauché, mais c'est pas grave. J'entends qui on héberge, qu'on n'héberge pas. J'entends 30 ans de vie avec des parents dont je suis l'objet, quelque part, et dont j'ai une fierté incroyable. Ça, c'était le fait absolu. Pour revenir à lui,
pour moi, papa c'est Google. C'est-à-dire que vous avez un papa insupportable. J'avais 12-13 ans et déjà, à chaque question, on m'a répondu avant Internet, ça n'existait pas encore, mais il vous répondait avec des strates, smata. En français, c'était insupportable. Tout le monde avait des réponses, et des réponses, et des réponses. Alors j'étais là, admirative, en train de lui dire... Ça se fait pas, comme dirait ça ne fait pas, ça. Il faut être vraiment. Mais c'est pas qui te dit tais-toi. Ça, c'est quelqu'un qui s'excuse de ne pas être là. Et puis c'est ce qui s'est en silence. Et puis, c'était un beau mec, papa. Et puis, à 26 ans, il a les cheveux blancs. Oh, on m'a dit, quand même, c'est tôt. Pourquoi papa a les cheveux blancs à 26 ans? Parce que ce monsieur apporte l'Algérie sur ses épaules. C'est le cas de le dire. Il souffrait quand l'Algérie était souffrante. Et comme disait un ami à lui, psychiatre très important qui est aujourd'hui décédé, la mort de ton père, c'est pas une mort normale, c'est un suicide idéologique. Pour les plus jeunes dans la salle, dont ma fille, il faut qu'elle comprenne. Il n'est pas mort pour mourir, il est mort parce qu'il se dit trop, c'est trop. Revenons aux choses positives. Ce monsieur-là, d'après moi, hein, objectivement, d'abord a fait que Maya est Maya, et que fait qu'Anaïs est Anaïs, et que son petit-fils, Yanis, donc mon grand-fils qui a 17 ans, prépare le concours Sciences Po. Là, il n'est pas là ce soir, il s'en excuse. Hein. Il m'a obligé à lire et à réfléchir, toute ma vie. Un jour, je lui ai dit, papa, je voudrais être journaliste. Il m'a dit, dans tes rêves, tu ne seras pas journaliste. Science. Papa, s'il te plaît, c'est hors de question. Trop de dragueurs, trop de bars, trop de tchatch, tu vas vers la science. C'est ce que j'ai fait. Ça a été un papa magnifique. Ça ne m'a pas si c'était en première ou en terminale, c'était pas le problème. Le problème c'était la droite, la ligne à suivre. Et je pense avoir joué le jeu. Et Anaïs aujourd'hui, qui est là, et Yanis aussi. Papa a aimé l'Algérie, comme nous tous ici, mais un peu plus. Au point où on l'a tué en fait. Parce qu'il l'a porté sur ses épaules, et au bout d'un moment, comme toute personne qui a souffert durant son enfance, beaucoup de douleurs physiques, plein d'akhlas. J'en ai marre. Ok, t'as compris. Il a pas attendu le 5e mandat. Le premier mandat lui a suffi pour lui faire une conclusion. Donc, son grand rêve à papa avait été d'arrêter le journalisme, en fait, hein, pour se consacrer à l'écriture. Alors je lui dis, pas parce que papa était mon ami, c'est pas comme mon père, c'était aussi mon ami. Je dis, papa, je lui dis, ne fais pas ça. Il m'a dit, écoute Maya, il m'a dit, c'est bon, je pense que j'ai assez écrit. Et ça, Madoula, vraiment, pour ceux qui ne savent pas, devait faire au moins 70 livres. Il s'était promis de faire une rétrospective historique de 1830 à nos jours. Il avait récupéré au Club des Pins, là où il avait été parqué à cause du terrorisme, comme un rat, comme ça veut le dire, des bouquins comme ça, d'archives. Il commençait à lire. Et quand mon père lit, je pense que son copain le sait, il lit. Oui. Il ne s'arrête pas de lire. Et c'est parti pour une espèce de rétrospective historique d'Algérie qui aurait été magnifique. Yaoundé, ce pays a tué ses meilleurs, dont mon père. C'est parti. Mais ce qui est important, c'est que la petite fille est là. Son petit-fils en train de faire Sciences Po, j'espère, dans pas longtemps, sinon on va recevoir la fessée. Sa femme, ma mère, est une très grande dame. Elle combat sur Alger. Son fils, mon frère, Nedim, qui se battre là pour des raisons professionnelles, est vraiment à l'image de son père. Moi, un peu modestement. Et il nous a inculqué, je pense, à tous, un devoir. Soyez humbles, soyez modestes, lisez, écoutez et taisez-vous. Merci beaucoup pour tout. Bravo. Merci Maya.
Alors, je redonne la parole à Nordine Sadi, qui va dire 2 mots, et puis on va parler un tout petit peu des livres, et après on va vous donner la parole. Hein. Nous évoquons quelqu'un depuis tout à l'heure, qui est Taous Amiyar, l'épouse de Kherdin. Moi, j'ai toujours pensé, mais vraiment je l'ai pensé il y a longtemps, hein, que cette phrase que l'on répète parfois comme un poncif, que derrière chaque grand homme il y a une femme, elle s'applique vraiment au couple Taous et Kherdin. Moi j'ai connu Taous en 62, juste après l'indépendance. Elle était au lycée Laser, puis c'était sa petite copine, sa petite amie, on avait des petites copines là-bas. Donc tu vois, j'ai toujours connu. Et il avait à la fois une fierté de ce qu'elle est, à la fois en tant que femme, parce que bon, c'est un grand amour, comme ça, heureusement que ça arrive dans la vie, c'est comme ça, et à la fois pour ce qu'elle représentait. Elle avait un père, elle a un père, on n'a jamais un père au passé, hein. Elle a un père comme ça qui était un retraité de la CGT, et elle était émigrée. Et pour Kherdin, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'elle ne parlait pas l'arabe au départ, comme ça. Et c'était Salomia, comme ça, mais en même temps, c'était la CGT, c'était le lien avec le Parti communiste. Oui. Alors, pour l'anecdote, hein. Alors, elle ne parlait pas arabe, donc ils se croisent tous les deux comme ça après le radio crochet. Maman était très très belle, elle est encore d'ailleurs, et lui aussi. Alors, coup de foudre. Et puis elle fait tomber un gant dans les derrière, comme ça, comme par hasard. Alors, il ramasse le gant comme ça, et puis elle lui fait votre prénom. Alors elle lui fait Kherdin. Elle lui fait Kérédine. Elle lui fait Kherdin. Ah non, je ne connais pas Kherdin, je connais Kérédine. Il lui fait et vous? Elle lui fait Taous. Taous, c'est un peu en kabyle. Oui, voilà, c'était comme ça, et il avait quelque chose dans les... Chacun va témoigner, enfin, tout le monde le sait, qu'on n'a pas parlé de quelqu'un qui est parti dans le réel. C'est-à-dire que Kherdin Amiyar n'était jamais quelqu'un dont on peut dire qu'il était sourd, mais il était ivre, souvent, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il avait une espèce d'ivresse liquide, et à un moment, en fin de soirée, quel que soit le sujet, et il était assez tonitruant, assez polémique comme ça, etc. Au bout d'un moment, il fallait qu'il parle de Taous, parce qu'il va rentrer. À ce moment-là, Nordine, tu aurais pu me le passer au moment du divorce. Je vais te le passer. Il faut qu'il rentre chez lui et... Alors, dites Babak Nono Sadi, qu'est-ce qu'elle va dire, Taous? Surtout, tu ne lui dis pas que tu étais avec moi. Et voilà, c'était son... Voilà. Taous, c'était à la fois sa référence, sa femme, son... Excuse-moi. D'ailleurs, elle vous embrasse très très fort tous, hein. Nous la saluons aussi. La reine. Mais elle était engagée aussi. Oui, voilà, c'est ça. Elle était enceinte au lycée. C'est important ce que tu dis, parce que, non, c'est très vrai, hein, il faut le dire, c'est qu'elle n'était pas simplement l'épouse de Kherdin Amiyar. Hein? Elle était engagée par elle-même, c'est une femme de culture, d'abord pour ceux qui vont lire, puis elle était militante, elle a beaucoup fait pour les mouvements féminins, pour les syndicats, etc. Et pour ceux qui vont lire Maaloula, eh bien écoutez, elle a un style particulier comme ça dans la présentation du livre qui est assez fantastique. Alors je vais dire quelques mots quand même, puisque tu m'autorises, du livre, parce qu'on est là aussi parce qu'il y a des livres. Maaloula est présenté par l'éditeur comme un roman. C'est un roman inachevé, puisqu'il n'a jamais paru du vivant de l'auteur, et donc c'est ce qu'on appelle un ouvrage post-mortem de 141 pages, et qui est préfacé par une préface de Taous, de Maya, et une présentation de leur fils Nadim. J'ai bien aimé que la famille, comme ça, soit réunie autour d'un livre, parce que Kherdin, c'est ça. C'est ce qu'il aurait fallu qu'il soit, c'est-à-dire un écrivain.
Et dans sa préface, ce livre s'ouvre par cette phrase: « Un livre ne vaut ni par sa taille, ni par son poids, mais par son intensité. » Moi, j'ajouterais volontiers qu'un livre, c'est également un auteur. Et pour ceux qui l'ont connu, Kherdin, comme ceux qui l'ont lu, ont été des lecteurs de presse, etc., malgré l'inachèvement de ce livre, il correspond tout à fait à ce que Kherdin, au fond de lui, était. J'ai une anecdote comme ça dans la tête, je n'y ai pas assisté, c'est un ami commun qui me l'a raconté. Kherdin faisait des séjours à Paris de temps en temps, je crois que j'ai accompagné à peu près ces séjours quand j'étais ici, oui. Voilà, et puis il aimait bien Kherdin, c'est un seigneur, quoi. Il aimait bien comme ça. Et à un moment, il nous faisait fréquenter la closerie des Lilas. Voilà, et un soir, la closerie des Lilas, et Kherdin est délirant. C'est-à-dire qu'il est là, il se lâchait, etc. Il y avait à côté, moi je n'étais pas là, hein. C'est un ami commun qui me raconte, il y avait Solers, l'écrivain, Philippe Solers. Et il s'est mis Kherdin, etc., etc. Et Solers l'arrête à un moment, après bien sûr quelques whisky, etc. Mais il lui dit, mais vous devriez écrire au lieu de perdre tout ça dans la parole. Alors, pardon, je complète, hein, parce que j'y étais pas directement, mais j'étais au courant le lendemain. Solers lui a dit, vous finissez votre livre et je m'arrange pour qu'il soit publié. Voilà, il lui a dit ça, oui, voilà. C'est important. Voilà, et donc cet ouvrage, sans doute, je suppose, je ne sais pas comment ça se passe, enfin là-haut, je n'y ai jamais pas été. En haut, je n'y ai pas été encore, mais je pense que Kherdin Ameir doit être content que ce livre ait été publié. C'est un ouvrage qui est présenté comme un roman. Mais je dois dire que si j'en avais fait l'édition avec vous, je n'aurais pas dit que c'était un roman. Parce que ce n'est pas un roman, c'est une suite de nouvelles, c'est-à-dire un ensemble de recueils, tu es d'accord avec moi, hein, un ensemble de recueils de textes qui tenaient à un incipit, quelque chose qui démarre sur ce qu'il a vécu lui et qu'il fait démarrer dans son œuvre, dans ce qu'il allait écrire, etc. C'est-à-dire Maaloula. Le hasard, parce que je crois qu'il n'y a jamais de hasard, mais c'est comme ça, c'est que 30 ans après, j'ai connu la Syrie où j'ai été très souvent, puisque mon fils y vivait, et j'ai visité Maaloula. Et Maaloula, c'est vrai que c'est un lieu assez fantastique, parce que c'est une faille au-dessus de laquelle il y a un monastère. C'est un lieu du monde où l'on parle encore l'araméen et qui produit de très bons vins doux comme ça, et qui malheureusement, mais bien après Amir Kherdin, c'est-à-dire en 2013, a été complètement occupé par les islamistes qui en ont fait des petits. Et ce lieu, c'est vraiment un lieu mythique. Quand on est là, il y a des lieux du monde où on a envie que quelque chose se passe, et je comprends qu'il ait eu envie d'écrire là-dessus. Son fils, Nadim, qui fait également une des présentations, a eu un mot que je trouve très très juste. Il a assimilé la Maaloula à la métaphore de la faille, et il a dit qu'à la fin, évidemment, la faille l'a emporté. Et c'est vrai. C'est vrai, ce qui se passe, c'est que c'est par rapport à cette faille, c'est-à-dire ce temps des choses comme ça qui s'ouvrent et tout, qu'il va écrire un certain nombre de textes. Et je crois qu'il va les écrire un peu comme cet écrivain qu'il a beaucoup aimé, qui était Lautréamont. Hein? Tout jeune, il a aimé Lautréamont. Je crois qu'il l'a aimé quand il était en seconde au lycée. J'étais en première à l'époque, comme ça. J'ai une de nos profs, comme ça, dont je me souviens encore, etc. Et ce sont des situations comme ça, qui sont à la fois des situations ambiguës, des situations
qui renvoie à quelque chose de l'irréel, etc., à partir de quoi il va écrire quelque chose comme l'histoire de l'Algérie. Mais alors c'est en même temps un truc très 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 personnel, parce que Kheldin, qui n'aime pas beaucoup comme ça les revendications identitaires et tout, et c'est là qu'il va se sentir kabyle. C'est-à-dire qu'il va écrire à partir d'un certain nombre de nouvelles de la situation de l'Algérie. Il va écrire quelque chose qui me paraît très très beau, et qui est la prise de la Kabylie par la colonisation française. Et il dit ceci, si vous permettez, je peux lire comme ça à votre place. Non ? Bon. Oui, il écrit. Non, je vais lire. Tu veux lire quoi? Mais je vais lire ce que j'ai envie de lire, parce que j'ai... Non, mais aussi, on a préparé bien moins là. Ça fait Mais il faut être galant. Je suis galant, je lui ai demandé la gentillesse. Non, mais... Auriez-vous, cher ami, la gentillesse de me lire ce passage? Voilà. Ah, la montagne. Allez-y. La montagne. La montagne était habitée. Ce jour, il parle. Il va arrêter de parler. J'attendrai. La montagne était habitée ce jour-là de ce grand calme des neiges que la Kabylie connaît presque toutes les années. Lorsque la sécheresse oubliait de s'abattre sur le pays, plaies chaudes, couleurs de sauterelles et images répugnantes de l'enfer. En bas, le village n'était pas encore sorti de son sommeil. Cela était étrange pour qui connaissait ma nation si matinale et si peu habituée à se laisser aller à quelque apathie inconnue de notre peuple si laborieux. Les souvenirs de nos ancêtres étaient à présent si puissants dans mon esprit qu'ils submergeaient ma conscience et écrasaient tout mon corps d'un sortilège qui, si envoûtant et si magnifique à la fois. Mon ancêtre était certainement un aigle qui couvrait la montagne et les vallées du Piémont de ses ailes protectrices. Il nous avait légué son courage et ce détachement tranquille que nos ennemis avaient toujours pris pour une morgue insupportable et qui, étant impardonnable par conséquent, supposait en retour une inimitié qui ne pouvait se démentir en aucune façon et que ne pouvait faiblir en aucune circonstance qui ne mit notre nation en tout entière en péril et qui ne laissa par conséquent provisoirement de côté ses chamailleries et ses querelles ridicules, sources immémoriales de nos divisions, si agréables à toutes les nations étrangères qui nous ont asservis à travers les siècles. Surtout, reste trivial aux yeux des étrangers. Il nous avait laissé en héritage, du moins pour les hommes de notre race, la forme aquilin de notre nez qui demeurait à nos yeux l'expression suprême de notre noblesse et mettait tout en émoi le bas-ventre de nos femmes à la beauté si vantée là où le nom de nos tribus était parvenu, c'est-à-dire dans tout le grand pays des Massifs, le pays des hommes libres. Très bien. C'est à la fois Proust, c'est à la fois Kadhib Yassine, c'est un souffle épique, etc. Je crois qu'il était ça, voilà. C'était évidemment pour parler de son œuvre inachevée, mais il y a aussi d'autres choses à dire, mais je crois qu'on va vite passer. C'est que L'Aigle et la Plume, qui est un livre d'un autre genre, c'est le recueil d'un certain nombre de textes choisis par sa femme, sa fille, etc., des innombrables écrits, puisqu'il a été quand même 30 ans journaliste, et dont certaines de ses pages et certains de ses articles sont vraiment une... je sais pas, c'est quelque chose qui, dans l'histoire du journalisme algérien, sont assez mémorables eux-mêmes. Il a des moments de tension comme ça dans ce qu'il écrit, mais je ne vais pas vous redire tout ça, ni vous parler de ça. Ça a été évidemment un grand journaliste à sa manière, et puis voilà. Un
Maintenant, vous avez tous la parole. Oui, L'un après l'autre. oui, l'un après l'autre, il faut préciser. Oui, on fait circuler le micro. Kamel. Avec Kherdin, on a été voisins pendant 3 ans. Du coup, Kherdin comme un mec entier. Peut-être que c'est ce qui l'a fait perdre, en fin de compte. C'était un mec il occupait l'espace. C'est-à-dire que on a été voisins. Moi, j'étais à l'époque aux 2 écrans. Lui, c'était son époque d'agent actualité. Et je me rappelle des années, parce que sur le plan intellectuel, c'était un puits. Il savait tout sur tout. C'était vraiment une encyclopédie. Et en même temps, ce que je voulais souligner, c'est son aspect. On habitait le même immeuble. Bon, à Babzois. Et un jour, c'est lui qui a décidé qu'en face de l'immeuble, au lieu que ce soit un désert, on va en faire une forêt. Je vous assure que c'est vrai. On allait tous les week-ends, tous les vendredis matin, chez le pépiniériste, on a créé une caisse, et tous les vendredis matin, on plantait des arbres. Et je ne sais pas comment c'est maintenant devant cet immeuble, parce que ça fait moi depuis 30 ans que je n'y ai pas été. Un jour, c'était en 96 par là, je passais devant comme ça, j'ai vu que les arbres y étaient encore. Et pour finir, il y avait aussi un aspect de, comment dire, c'était un chevalier blanc, c'est-à-dire qu'il n'admettait pas l'injustice. Et un jour, je lui ai cassé le pouce, oui, parce que on était à Intaya, un vendredi après-midi, et il y avait, on prenait quelques bières, à l'époque ça se faisait. Et la table à côté, il y avait un monsieur qui se prenait comme ça, il voulait frapper un garçon, un serveur, quoi. Et lui, il voulait frapper le monsieur. Et moi, j'ai bloqué la main. Et bien du coup, pendant 3 semaines, quand il me voit de loin, il me montre son doigt comme ça, comme je plate. Je vous assure que c'est un peu. Il me montre comme ça, pour observer, il me montrait son doigt. Ça, c'est. Mais il faut sa générosité. C'est un mec de générosité incroyable. Incroyable. On ne peut pas l'imaginer, je vous assure. Et il était généreux. Et il était comme ça. Il était charismatique. Il était charismatique. Comme on n'en fait pas beaucoup maintenant. Comme je l'ai dit au début, il occupait l'espace. Quand je dis occuper l'espace, avec qualité, quand il est là, on ne peut voir que lui. Ça, c'est clair. Maintenant, on dit grande gueule, etc., mais lui, c'est à bon escient. Et pour finir, sur son patriotisme, c'est un patriote inégalable. Parce que non seulement il revendique, c'est-à-dire les aspects, comment on dit, historiques, etc., comme la berbérité de l'Algérie.
comme la culture, comme quoi le berbère, c'est notre culture, ça appartient à tout le monde et au peuple algérien en entier. Il était d'un patriotisme sans égal. Et on peut le remarquer dans ses écrits d'ailleurs. Vous savez, on peut trouver quelques-uns de ses écrits, y compris sur Internet. Oui, la plupart sont dans ce livre. Alors, oui, on continue à faire circuler le micro là. Moi j'ai écrit, S'il vous plaît. Monsieur non, j'ai écrit un truc sans monsieur. Moi, je voulais parler d'un aspect qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. Je voulais que Maya soit ici, d'accord. Elle arrive. Il y a un aspect chez lui, on parle de l'homme, cet aspect, cette jonction, d'ailleurs, entre le quartier et le monde, c'est-à-dire dans le monde, dans la culture, l'universalisme, etc. Il avait cette, où le montrait l'aspect de Rojla, du quartier, etc., comme il a une culture, etc. Il avait même dans les abbés, comme Seredni à côté, tout, et d'aimer les plats traditionnels, l'obia, voilà, voilà, et il avait cette vision universelle. C'était ça le plus important aussi, que comme homme, il avait les deux choses à la fois. Je pense que papa avait de mon point de vue, hein, papa qui est chabé, au sens beau du terme, populaire. Ça veut dire que pour lui le peuple, c'était pas la plèbe, c'était au contraire ce qui est plus noble. En l'occurrence, j'ai grandi dans un milieu où, je ne vous cache pas, quand j'ai eu 9 ans, où j'avais l'âge d'Anaïs, un an avant, papa n'est plus venu avec moi à la plage. Pour lui, le harma, le premier connard à la maison qui disait un gros mot, il dit hachem. Donc, si vous voulez, papa a toujours su faire la distinction entre la modernité et l'algérianité. Il a toujours su transcender l'homme. Il a eu des anecdotes avec tout le monde. Il savait s'adapter à chacun. Il n'avait pas de complexe. Il n'a jamais considéré qu'il y avait une différence entre Philippe Solers et le copain de la Casbah. Pour lui, il y avait une continuité, un continuum, comme on l'aurait dit lui. Et c'est ce qui a fait sa force. Et maman l'a guidé, l'a écouté. Et il avait, encore une fois, un discours pour chacun, de respect. En fait, il y a monsieur respectueux, je crois, et tolérant. Il était, on va voir tout à l'heure une vidéo avec Abbas Madani. Beaucoup d'entre vous n'ont pas trop apprécié la discussion. Des amis à moi, plutôt pratiquants, ont adoré. Papa Kané-Kad, il respectait l'autre. Il n'était pas là pour donner des jugements sur chacun. Du paxiste au paxien jusqu'à l'islamiste, il pensait que l'Algérie pouvait s'en sortir. Il a, parce qu'on ne parle pas du point de vue politique, papa, c'est quand même hyper important, il a participé à deux choses extrêmement importantes. D'une part, Sané Gidio, d'accord? Donc, considérant que possiblement on pourrait trouver une solution politique au drame qu'on a vécu, et en second lieu, aux réformes de la presse. Il a quand même participé de manière extrêmement importante, durant les réformes de Hamourouch, au fait que tout soit remis à plat et que la presse revienne ce qu'elle devait être, d'accord? Donc 40 partis politiques, 40 journaux, et encore j'en passe, modestement, pour un tabac qui regardait un peu, papa y a beaucoup participé, dans l'ombre. Et c'est à la suite, si vous voulez, de tout ce qu'on a vécu tous, en drame, de drame, en drame, qu'au bout d'un moment, il a estimé que le conseil était un conseil d'échec. Et il est parti. Pour autant, son message qu'il a laissé à maman est un message d'espoir. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'être à la hauteur.
propos de quartier, il y a un monsieur qui était là, qui est parti, c'est Mustafa Ben Ali. Il est président de l'association des amis de la Rampe Vallée. Pour dire qu'on est encore dans la Rampe Vallée, qui est le quartier de Cheikh Zahir, bref, encore battant d'Alger. Alors, on continue? Oui. Anaïs. Bonsoir tout le monde. Il faut ouvrir le micro. Ouvre le micro. Bonsoir tout le monde. Je vais parler sans le micro. Non, il faut parler dans le micro. Donnez, il n'y a pas un autre micro. Non, mais c'est pour Bonsoir tout le monde, voilà. Donc je suis Youssef Zirem, j'ai eu la chance et l'honneur et le privilège d'avoir travaillé avec Khairdine à la Nation et à la Tribune. J'ai connu Khairdine chez lui, j'ai souvent mangé et bu chez lui jusqu'au jour. Nous passions des nuits à discuter. Pour moi, Khairdine est un grand poète, dans ses écrits et dans sa vie. J'avoue que je suis à Paris depuis plus de 12 ans maintenant. Je ne suis pas reparti en Algérie. J'avoue que souvent dans les rues parisiennes, j'entends sa voix. J'entends ses multiples quêtes. Et j'arrive un peu à comprendre son geste. Khairdine Amiar a fait la Nation, il a fait la Tribune. Et la Tribune est une expérience extraordinaire dans la presse algérienne. Et on ne l'a pas souvent dit, mais je pense qu'il faut le dire. Parce que Khairdine a fait le premier journal algérien qui a essayé de s'ouvrir sur toute la société algérienne. Et je dois dire aussi pour l'histoire que la quasi-majorité des journaux algériens étaient contre et la Nation et la Tribune. Mais Khairdine était profondément blessé par ses réactions de camarades, de gens qu'il a formés, de gens avec qui il a bu, avec qui il a mangé. Je termine par une petite anecdote, et je dis aussi que j'ai dédié à Khairdine Amiar mon premier roman qui s'appelle « La vie est un grand mensonge », et je le cite nommément dans le dernier qui vient de sortir aux éditions Intervalle, « La porte de la mer ». Donc quand il y avait la mascarade électorale d'avril 99, la télévision algérienne s'était ouverte un petit peu et invitait les candidats à la présidentielle. Et moi, je chroniquais les émissions de télé dans la Tribune. Quand arrive Abdelaziz Bouteflika, Khairdine me dit « Youssef, qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui dis « Khairdine, ce type, il est fou, il va détruire le pays. » Il m'a dit « Oui, il va détruire le pays. Merci. » Alors, on continue. Fadette, oui. Moi j'ai écrit quelque chose. Bah oui, vas-y, Dis-nous, Fadette. Est-ce que tu veux le lire, le texte? Fadette, tu dis. On aime ta voix, Fadette. On aime ta voix. On aime ta voix, Fadette. Bien, c'est sûr que je suis moi-même très émue de remettre, de revivre certains moments et de revivre la personne de Khairdine en lui-même, et d'autant plus fière par la présence de sa fille, que tous nous avons connue effectivement gamine, et qui a bien grandi et qui ferait aujourd'hui la fierté de son papa. Donc moi c'est vrai que tout ce qui a été dit, je le partage grandement. J'ai connu Khairdine
Ben, dans sa grande période de l'Algérie Actualité, où il était à la culturelle, et j'étais parmi les premiers. C'était mon rédacteur en chef, enfin mon chef de rubrique culturelle, quand j'ai débarqué à Algérie Actualité. Bon, alors je vais résumer un petit peu mon sentiment par rapport à Kherdin. Voilà ce que le personnage, avant d'être le journaliste professionnel talentueux à la plume acérée et ciselée, avant d'être l'intellectuel engagé aux convictions assumées, avant d'être l'homme de culture brillant aux références universelles, Kherdin c'est une personnalité, un personnage, de ces êtres que l'on ne peut oublier lorsqu'on a eu l'opportunité de le rencontrer, croiser, fréquenter. Une personnalité forte, imposante, remarquée et remarquable, un tempérament bien trempé, comme on dirait, singulière, passionnée, impressionnant. Il ne pouvait laisser indifférent l'autre auquel il s'adressait, le contredire ou le convaincre, relever du défi ou de la gageure. Les arguments, les objections, les réparties étaient sa marque de fabrique. Le verbe haut, la voix forte, les discussions multiples, variées, sur tous les sujets, étaient toujours une entreprise délicate, tant la passion le guidait. Mais derrière cette force charismatique et implacable, il fallait deviner l'homme. L'être humain à la générosité de cœur, à la sensibilité réservée, à la fragilité secrète. Il faisait partie des premières personnes que j'ai connues, à mes débuts, dans le métier de journaliste, chef de rubrique culturelle, de ces personnes qui vous interpellent par leur intelligence, leur brillance, leur authenticité, par leur liberté d'être et leur humanité, mais aussi et surtout par l'amour de leur pays, présent dans tous les débats que j'ai eu à partager avec eux. فيصل اللي هو فيصل tu te caches mais on te trouve hein. Allez Faisal. Faisal Mjahed est demandé à la parole. Je ne sais pas parler. Tu ris, tu chantes alors. Alors je vais raconter des anecdotes qui représentent c'est tout ce que nous aimons. Le côté populaire, le côté chabi, le côté d'amour d'Alger. Bien sûr, c'est l'Algérie, mais il avait un amour particulier d'Alger. C'est pour ça qu'il est mort, parce qu'il ne retrouvait plus son Alger. Il ne retrouvait plus ses amis. Il ne retrouvait plus ses repères. Bref, quand je suis arrivé d'Oran, après la rablisation de la République, j'étais à Actualité avec Kherdin. Et donc, au départ, c'est une anecdote. Quand il hésitait, je lui ai raconté une histoire d'un syndicaliste à Oran qui, à chaque fois qu'on lui disait si pétition, vas-y, agis, c'était le spécialiste de je suis d'accord avec vous, mais j'hésite. C'est-à-dire, Wah, Sahla. Et donc, ça lui est resté. À chaque fois qu'il hésitait, je lui dis alors, tu y vas? Oui, mais non. Il me dit Wah, Sahla. Bon. Chabi aussi, tu as parlé de l'anecdote de Chema. C'était Algérois et le Kabyle, le Chema. Mais c'était une Chema Chichi. C'était un peu carré comme si. Carré, bien, et ça c'était pas une boule. Bon, c'était un petit carré. Et un soir, comme chaque soir, il venait chez moi, profitant de quelques boissons. C'est un escroc. Un jour, en bois, il jetait ses schémas dans le cendrier. À minuit, Naachou Blidi, c'est un très bon journaliste, arrive. Il nous fait un bordel, comme quoi nous n'avions pas invité, puis s'assoit. Il boit, et en partant, j'ai dit bon, c'est terminé le whisky, c'était le camp. Mahachou me dit, Faisal, vraiment, tu nous as bien reçu, c'était très 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 bien. Mais les anchois, c'était pas bon. Quel anchois? Il avait toute la soirée mangé les très gentil garçon, méchant.
Il est méchanceté gentil. Ah ouais, Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Un truc entre vous deux qui t'a ému. Ta mère, qu'il appelait la sainte épouse. La sainte épouse, Quand il sortait le soir, il m'invoquait, il me disait j'étais avec Faisal, parce qu'il me faisait confiance. Je l'ai ramené à bon port. À chaque fois, il m'expliquait. Quoi encore? Bon, c'était des années professionnelles. C'était un journaliste émérite, évidemment. Je n'ai pas envie de répéter tout ce que vous avez dit. C'était un type généreux, moi que j'adorais. Et je suis sûr que c'est pas pour me vanter, mais si j'étais en Algérie, ça ne serait pas arrivé. C'est son histoire. Il serait encore vivant. Parce que les gens qui l'entouraient, moi quand je rentre en Algérie, putain, il faut se les farcir. Des copains qui te parlent de Pierre, qui te parlent de je sais pas quoi, de Simon, au bout de 10 minutes, ils te font une politique misérable. Hein. Et tout de suite après, il dit pire sur ouais, tu sais, il y a un poisson qui est bien, il y a l'obia qui est toujours réservé à foutre. Tu vois, c'est dramatique. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Il était... moi, je trouve... C'était la gentillesse et l'aspect populaire qu'il avait. Toujours avec son bouche en gaille. Un jour, parce qu'il était un peu mégalo, il s'aimait beaucoup. Un jour, il m'a dit, viens, on va au coiffeur, tu m'accompagnes. D'accord. Ils lui ont mouillé les cheveux très fins. Ça a collé, sachant que je suis un grande gueule. Il se regardait au miroir et me dit, fais ça, tu as vu? Je ressemblais à un chevalier teutonique. Pour se vanter, toi. Enfin, c'est j'espère garder le sourire. Merci. Bien Laurent. Tu fais quoi, hein? Moi, j'ai pas besoin de micro. Hein, tout à l'heure, j'ai parlé d'humour un peu, parce que c'est un trait du personnage qu'il faut absolument signaler. C'était un bonhomme qui rigolait beaucoup et avec lequel on rigolait énormément. Puis il y a plusieurs choses qui sont bousculées ici à cette table quand on racontait sa vie. Il a inventé ou créé, mais il n'était pas le seul. Il y a une génération de journalistes importante autour de lui qui parlaient de Belhi, Stambouli, Abdelkrim Jad, Kelim Moudjilali, on ne va pas tout citer. Tu parlais de la rubrique culturelle de la directorité, il y a énormément il y a eu beaucoup de passages là, dans ce journal. Mais lui, il a été précurseur. Il a inventé une espèce de fracture dans l'écriture journalistique. C'est-à-dire qu'on passe d'un temps X, un temps T, un temps X. Et le temps X, il te mène n'importe où. Tu peux dériver comme tu veux. Et lui, il a dérivé énormément. Alors que moi, je me revendique de son école, de l'école de Djihad, de l'école de Djaoud, de l'école... Mais Khaled Lamiyar ne nous a jamais tenu la main pour écrire un papier. C'est comme Djihad, hein. Tu écris un papier, il le regarde. Moi, je me souviens d'une histoire, Djihad a reçu un papier écrit par un ami dont je ne citerai pas le nom pour ne pas... mais qui est devenu un très grand journaliste par la suite. Hein. Djihad l'a lu, il a dit c'est quoi ça? Il l'a plié en 4 ou en 6 et il lui a mis dans sa petite poche. Et l'autre, il est devenu fou. Et moi, je l'ai pris à part, je lui ai dit écoute, si tu veux apprendre, c'est comme ça. Tu barres, tu vas t'asseoir chez toi, tu refais ton papier et tu vas voir que ça va marcher. Et ce bonhomme est devenu un grand journaliste.
Ça, c'est l'école de Khaled Lamia. Ça, son école, c'est aussi cette... qui c'est qui a parlé de sa voix trop portante? Il a une tessiture incroyable. C'est Cheb Khaled, c'est Cheb Mami mélangé. C'est incroyable. Quand il a envie de gueuler, il gueule. Quand il a envie de t'attendrir, il t'attendrit. C'est un truc de fou. Avec des gens comme ça, c'est ce que je veux dire. Avec des gens comme ça, tu avances. Si tu tombes sur des responsables de presse, et c'est un métier très difficile, et c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de mandarinat, etc. Si tu tombes avec des directeurs qui te disent ça passe pas, t'es mauvais, t'es ceci, tu te fracasses les dents tout de suite. Mais quand tu tombes avec des gens comme Jahad, et je me plais à répéter le nom de Khaled Lamia et celui de Jahad, qui sont morts tous les deux, franchement, d'ailleurs, il semblerait que Khaled a été un peu le maître à penser de Jahad. Ceci étant, les deux nous ont appris plein de choses, et comme Jaout aussi nous les a appris, comme d'autres, comment s'appelle notre ami Abdoubé. On peut pas parler de Khaled Lamia sans parler d'Abdoubé. Je voulais aussi rappeler... oui, Doudou, oui. Je voulais aussi rappeler un moment important dans la vie politique de l'Algérie, juste après octobre 60... juste après le printemps berbère en 80. Et avant, en octobre 88, il y a eu l'épisode, on a voulu fonder le mouvement des droits de l'homme. Eh bien, il a signé tout de suite, comme ça. Tout de suite, il a été parmi les premiers. Et je cite Abdoubé qui a aussi signé maintenant. Et tu as été concerné toi aussi. Voilà, moi j'ai aimé Khaled. Je voudrais juste raconter une anecdote pour conclure qui me semble assez éloquente. Je vais conclure ce que je viens de dire sur papa. J'avais 4 ans et demi, on habitait au lycée Hassiba, on nous avait donné un petit F2 parce que ma mère était syndicaliste et qu'il fallait absolument pas qu'elle ait plus. Et en l'occurrence, papa était taxiste, paxien on va dire, d'accord? Donc on recevait les comptes rendus du Pax tous les 15 jours je crois, sous le manteau, ok? Mais je suis là, le Pax. Le Pax, c'est ton oui, voilà. Et puis maman les cachait où on pouvait, dans la maison, quelque part dans les placards, dans la salle de bain, ça. Et puis un jour, papa l'appelle le matin, et puis lui dit Taous, vite, ils arrivent. Je pense que, sauf Elisabeth, mon amie, ils arrivent, vous comprenez de qui on parle. Vite, brûle. Bah, il fait comment tu veux que je brûle? Où je brûle? Il faut que tu te débats, tu brûles. Alors, maman, elle prend une bassine orange. C'est le premier chapitre de mon roman, c'est roman il y a un jour. J'avais 4 ans et demi, vraiment, je m'en rappelle comme je vous parle. Alors, maman prend la bassine avec ma cousine, enfin la cousine de mon père, Safia, et elle met tous les tracts. Elle met de l'essence. Et évidemment, la bassine brûle, et les tracts restent bien comme il faut. Et moi, à 4 ans, je voyais ma mère terrorisée, la cousine encore plus. Alors elles ont déchiré en petits morceaux, elles ont mis dans les toilettes. Les tracts n'ont pas fondu, la bassine a fondu, mais pas les tracts du Pax. J'en connais un qui est fier dans la salle. Bon, peut-être qu'il reste le temps pour encore une petite intervention de quelqu'un, ou alors... Peut-être sa petite fille, non? Tu as quelque chose? Vas-y, c'est à ton tour. Vas-y. Allez, courage. Tu as le nez aquilin de ton grand-père. Allez, vas-y, c'est qui Papy pour toi, Pépé Je l'ai pas beaucoup, enfin je l'ai pas du tout connu, mais enfin j'ai beaucoup entendu parler de lui. Et je sais que beaucoup de gens disent que c'est quelqu'un qui a été très bien. Oui. Donc je pense que c'est vrai. Voilà. Tu en es fier? Oui. Bravo. Parce que, Bravo.
C'est qui? Bah, c'est quelqu'un qui... Enfin, j'ai beaucoup aussi entendu parler de la Tribune, son journal. J'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Et bah... Apparemment, j'ai son nez. Tu as son nez, maintenant il faut avoir son flair. Oui, alors, là, il y a ces deux ouvrages qui sont à la librairie en haut, que Maya va signer, dédicacer. Et puis, je rappelle deux dates de l'ACB. Le 1er mars, Catherine Belkhodja lira des textes de ma modeste personne qui s'appelle Splendide Exilé. Et le 8 mars, nous recevons, avec Nordine Saadi, Ali Cherki. Nous recevons Ali Cherki pour un livre intitulé, le 8 mars, Mémoire anachronique. Mémoire anachronique. Je tiens à préciser que pour la pièce Splendide Exilé, il y a énormément d'acteurs et d'actrices qui seront présents sur scène et qui se relieront pour la lecture. D'accord. Merci beaucoup. Merci Maya.